Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Les travaux du 28e sommet de l'Union africaine ont pris fin ce mardi à Addis Abeba. Ces travaux ont été marqués par le renouvellement des instances dirigeantes de l'Union et la réintégration du Maroc à la grande famille africaine. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, nouveau président de l'UA, a pesé de tout son poids pour faciliter ce retour du royaume chérifien. Le roi Mohamed VI n'a pas manqué de lui témoigner sa reconnaissance. Sanassi Keita, envoyé spécial. Le Maroc réintègre l'Union africaine. Rabat vient donc de mettre fin à 32 ans de politique de la chaise vide au sein de la grande organisation panafricaine. Tout cela a été rendu possible grâce notamment à la forte implication diplomatique du président de la République, professeur Alpha Condé, aujourd'hui président en exercice de l'Union africaine. Pour exprimer ainsi sa satisfaction et le soutien sans cesse contenu de son royaume à la Guinée, le roi Mohamed VI rencontre le nouveau patron de l'Union africaine. Les échanges entre ces deux personnalités portent non seulement sur le renforcement de l'axe de coopération Conakry-Rabat, mais aussi et surtout les actions novatrices en faveur du développement socio-économique du continent. Le roi a en tout cas réaffirmé son engagement et son soutien indéfectible au nouveau président en exercice de l'Union africaine dans sa vision de développement en faveur de l'Afrique, tout en donnant davantage une nouvelle impulsion à l'organisation panafricaine. Rappelons que Rabat avait quitté l'organisation en 1984 pour protester contre l'admission, 2 ans auparavant, de la République arabe sahraoui et démocratique. Et puis la cérémonie de réintégration du Maroc à l'Union africaine a été empreinte d'émotion. 2 allocutions ont marqué ces moments. Je vous invite à suivre ce compte-rendu de Sanassi Keita. Dès son entrée dans cette salle de conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, ici à Addis Abeba, le roi Mohamed VI a eu droit à des ovations. Le président en exercice de l'Union africaine, l'un des grands artisans de ce retour du royaume chérifien au sein de l'Union africaine, précise. Nous allons maintenant donner la parole à Sa Majesté le roi du Maroc et lui souhaiter la bienvenue dans notre famille. Avec le retour du Maroc, les membres fondateurs de l'EUA se retrouvent de nouveau au sein de la nouvelle organisation. Et il est très important que l'esprit panafricain qui a été à la base de la création de l'EUA et que nous avons juré de porter ce flambeau, mais très souvent ce flambeau ne l'apporte pas toujours. J'espère qu'à partir de ce sommet, ce flambeau va être nouveau, porté par la nouvelle organisation. Sa Majesté le roi du Maroc, vous avez la parole. Le souverain marocain, lui, est tout simplement ravi du retour aujourd'hui de son royaume au sein de cette grande organisation panafricaine qu'il avait quittée depuis 1984. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Je rentre enfin chez moi et vous retrouve avec bonheur. Vous m'avez tous manqué. C'est pourquoi, mes chers frères chefs d'État, sans attendre la finalisation des formalités juridiques et protocolaires au terme desquelles le Royaume siégera de nouveau au sein de l'organisation, j'ai tenu à faire d'ores et déjà ce déplacement et à m'exprimer devant vous. Le soutien franc et massif que le Maroc a recueilli témoigne de la vigueur des liens qui nous unissent. Le retrait de l'OUA était nécessaire. Il a permis de recentrer l'action du Maroc dans le continent, de mettre aussi en évidence combien l'Afrique est indispensable au Maroc et combien le Maroc est indispensable à l'Afrique. Après cette forte allocution du roi Mohamed VI, le président en exercice de l'Union africaine rassure. Les oiseaux de mauvais augure et certains dans le monde s'attendaient à ce que le retour du Maroc nous divise. Mais l'Union africaine a montré que les 4 thèmes que nous avons retenus pour notre fonctionnement, solidarité, unité, liberté, égalité, ce ne sont pas des mots vains. Nous devons remercier et féliciter nos frères qui avaient fait des réserves, mais qui,
par la voix du président Zuma, ont montré que quelles que soient les divergences dans notre organisation, nous serons solidaires et nous marcherons comme un seul homme. Je tiens particulièrement à les remercier, que ce soit le président Mugabe qui fait notre fierté, malgré les critiques que l'Occident lui fait, il est notre fierté, car il est le symbole de la lutte d'indépendance de nos pays. Nous savons la lutte héroïque qu'a menée le peuple d'Afrique du Sud sur la direction de l'ANC. Nous profitons pour rendre hommage au président Bouteflika, qui, ministre des Affaires étrangères de l'Algérie, lorsqu'il a été président de l'Assemblée nationale des Nations Unies, a su imposer l'exclusion du gouvernement de la partie d'Afrique du Sud, ce qui a facilité la lutte de l'ANC. Nous prions la délégation algérienne de rendre hommage au président. N'oublions pas non plus l'apport de Sa Majesté, que Dieu son âme, le roi Mohamed V, car le groupe de Casablanca a été à la base de la création de l'OUA. N'oublions pas, Mohamed V, Haïlé Sélassié, Kwame Nkrumah, Nasser, Sékou Touré, etc. Voilà les pères fondateurs de l'OUA. Nous ne n'oublierons pas. Et nous espérons que ce sommet va montrer à la face du monde que l'esprit qui a été à la base de la création de l'OUA, c'est-à-dire le panafricanisme, renaît de nouveau dans toute sa splendeur. Ce sommet est extrêmement important, car il a fait beaucoup de pas que nous expliquerons à la clôture. Le président en exercice de l'Union africaine a enfin remercié tous ceux qui ont œuvré pour cette réintégration du royaume au sein de l'Union africaine. Les travaux du 28e sommet de l'UA ont pris fin à Addis Abeba. Ce soir donc, l'Afrique fière et unie s'est quittée dans la capitale éthiopienne après la clôture des travaux du 28e sommet d'engagement et des espérances. Sanassi Keita. Nombreux sont les résultats qui ont été enregistrés au cours de cette 28e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Entre autres résultats, la mise en place d'un nouveau bureau de l'Union africaine et surtout la réintégration du royaume chérifien au sein de cette organisation panafricaine. Ici, du haut de cette tribune de l'Union africaine, les nouveaux membres ont tous prêté serment et promis d'œuvrer inlassablement en faveur du rayonnement du continent. Le président Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine, évoque déjà certaines mesures prises pour le bon fonctionnement de l'Union africaine. Si nous sommes unis et que nous défendons un même projet par une seule voix, cela a été démontré par le COP 21. C'est pourquoi nous avons souhaité que l'Afrique continue à parler d'une seule voix. C'est ainsi qu'avec son accord, nous avons demandé au président Zuma de nous représenter pour tous les problèmes qui nous opposent actuellement avec les Nations Unies. D'abord, notre revendication ancienne d'avoir un poste de membre permanent, mais ensuite, l'intervention des Nations Unies dans les conflits en Afrique. Nous avons entendu tout à l'heure le président du Niger reprenant ce que le délégué malien avait dit, que si on a transformé la nature de la MINUSMA, on ne lui a pas donné les moyens. Donc il revient au président Zuma de plaider pour que la MINUSMA ait véritablement les moyens de combattre le terrorisme. Nous avons vu les critiques du président Museveni de l'Ouganda, qui a dit que si l'intervention des troupes, comme a dit le vice-président ivoirien, a été un succès chez eux, ça a été un échec en Afrique de l'Est. Il revient aussi au président Zuma de discuter avec les Nations Unies pour tirer les leçons. Pourquoi nous avons plus de 20 000 hommes en République démocratique du Congo et pourquoi, comme l'a dit tout à l'heure le délégué, il y a toujours du terrorisme, des attaques. À quoi ça sert cette armée? La même chose au Sud-Soudan. Or, les Nations Unies dépensent beaucoup d'argent. Mais pour quel résultat? Il nous revient maintenant de prendre la responsabilité de savoir quel est le rôle des casques bleus. À quoi ils servent? Nous voulons qu'il y ait des casques bleus, mais est-ce qu'ils servent à mener la paix dans le pays? Dans la suite du sommet de Kigali, ce sommet a entraîné une décision extrêmement importante, qui est notre autonomie financière. Car on ne peut pas parler
de notre indépendance de notre organisation si nous n'assumons pas son financement. Ensuite, les réformes proposées par le président du Rwanda, dont certains doivent rentrer immédiatement en fonction. C'est-à-dire, nous devons désormais commencer de donner à l'heure. Si nous avons 10 heures, nous devons commencer à 10 heures. Car comme on peut expliquer que lorsque nous avons des réunions avec des pays extérieurs, nous sommes à l'heure, que ce soit en Chine, au Japon ou en Inde, et pourquoi nous ne devons pas être à l'heure en nos réunions? Pourquoi quand nous allons dans ces réunions, nous restons jusqu'à la fin, et pourquoi nous venons de loin à Addis Abeba, et dès l'ouverture nous partons? Il faut que les chefs d'État respectent notre organisation et qu'on se... La date sont fixées, nous savons que nous avons le sommet le 8-9 juillet, je crois. Tout le monde est au courant, presque 6 mois avant. Nous devons donc prendre les dispositions pour être là nous-mêmes et jusqu'à la fin. La deuxième décision, c'est que désormais, si le président ne vient pas, on peut accepter seulement le vice-président ou un premier ministre. Il n'est plus question que les ministres ou les ambassadeurs viennent prendre la parole tout le temps et empêcher les chefs d'État de prendre des décisions. Si nous sommes convaincus que nous devons renforcer notre organisation, alors le chef d'État doit être là lui-même. D'autres mesures seront appliquées plus tard. Le président Déby doit tenir compte de l'intervention, je ne sais pas si c'est du Seychelles ou l'île Maurice, concernant notre thème. Il a proposé l'organisation d'un forum. En effet, on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un à sa place. Si nous voulons parler de la jeunesse, faut-il qu'on les écoute. Donc le président Déby, qui est chargé de l'application de ce mot d'ordre, va prendre toutes les dispositions afin qu'au prochain sommet, nous voyons comment serait à faire de progrès. La même chose au niveau du président Kagame pour la réforme. La même chose pour le président du Niger, Issoufou, en ce qui concerne le libre-échange. Après donc 2 jours d'intenses travaux pour une meilleure organisation de l'Union africaine, le président en exercice indique: j'éprouve des sentiments de réconfort en m'adressant à vous, à la séance de clôture de cette 28e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, qui marque à coup sûr un important jalon dans notre prise de conscience collective en vue de faire de l'Union africaine la véritable voie du continent et l'outil de notre prospérité partagée. Je voudrais me réjouir des importantes décisions, résolutions et recommandations prises et surtout du climat de compréhension et de réelle volonté politique qui a caractérisé ce sommet. Je m'en vais dire toute mon appréciation à mon frère et ami, le président Idriss Déby Itno, pour la manière bien africaine avec laquelle il a conduit les destinées de notre organisation pendant sa présidence. Nul doute, il a donné une nouvelle impulsion à l'action du continent à travers une contribution de qualité à notre combat commun pour le renforcement de la paix, de la sécurité, de la stabilité, ainsi que pour le développement durable du continent. J'essaie d'avance compter sur ce conseil et son accompagnement. Nos travaux n'auraient pas pu avoir le succès escompté sans les bonnes dispositions prises par le gouvernement éthiopien, que mon frère Haile Mariam Desalegn trouve ici l'expression de notre profonde gratitude et reconnaissance. Je manquerai à mes obligations si je ne louais les efforts du docteur Dlamini Nkosazana Zuma, président sortant de la Commission. Qu'elle en soit remerciée. Nous lui souhaitons plein succès dans ses entreprises futures. Et je me joins au président du Ghana en espérant que comme Madame présidente du Libéria ne sera pas l'année prochaine, qu'on aura encore une autre femme présidente. Je félicite le nouveau président de la Commission, M. Moussa Faki Mahamat, les membres du bureau ainsi que les commissions élues, dont les compétences et l'expérience sont un gage de réussite. Je tiens également à saluer l'intégration du royaume du Maroc au sein de la famille africaine, à un moment où l'Afrique a besoin de tous ses fils et filles pour ouvrir à la condition d'unité d'une entité continentale paisible et prospère. Je dirais à la délégation marocaine que nous avons été très émus car le roi du Maroc a parlé avec son cœur. Et aussi, il est venu renforcer notre volonté de ne plus dépendre de l'extérieur, que les décisions en Afrique soient prises par les Africains, que l'appréciation de notre démocratie soit faite par nous-mêmes, pas par des gens
qui nous donnent les leçons alors qu'ils font le contraire. Je ne doute donc pas que le royaume du Maroc s'acquittera de sa part de solidarité dans l'entreprise exaltante que notre continent souhaite. Mesdames, Messieurs, notre 28e sommet qui a abouti à d'importantes décisions, résolutions et recommandations s'est déroulé dans un contexte international particulièrement critique. Le monde est confronté à des défis aussi nombreux que complexes, dont les conséquences pèsent lourdement sur la sécurité, la stabilité, la coopération et le développement durable. Nous avons parlé de solidarité. Comment ne pas être solidaire avec les 3 États africains, la Libye, la Somalie et le Soudan, frappés par le décret du président américain actuel? Quand la cage de ton voisin brûle, si tu ne bouges pas, ta cage brûlera aussi. Nous devons être solidaires de ces 3 pays. Enfin, le rapport du président Kagame pour la réforme institutionnelle de l'Union africaine et la Commission sur la mise en œuvre de la décision sur le financement de l'Union africaine, sur la zone de libre-échange et les mécanismes pour éliminer les obstacles non tarifaires en Afrique, s'inscrivent dans la dynamique de renouveau que nous ambitionnons en vue de doter notre continent d'institutions fiables et efficaces, lui permettant de relever les défis qui inhibent son développement. Les réformes en cours et celles envisagées permettront d'améliorer le mode de fonctionnement de notre organisation et accéléreront la mise en œuvre de l'agenda 2063 qui s'arrime avec les objectifs du développement durable. C'est le prix de la renaissance africaine tant vanté par notre frère le président Thabo Mbeki dans le cadre d'une véritable souveraineté politique, économique et financière sur le fonds d'indépendance énergétique, gage de notre industrialisation. Notre solidarité collective est le garant du raffermissement de notre capacité à sortir le continent du paradoxe de ses richesses et de son état de pauvreté. Faisons sauter toutes les barrières qui entravent les échanges entre nos États et compromettent l'intégration de nos économies. Toutes choses indispensables à l'accroissement du volume et de la qualité de nos produits, leur permettant ainsi d'être résilients, compétitifs et de s'insérer efficacement dans le système commercial international. La zone de libre-échange continentale demeure un passage obligé qui nous mènera vers le marché commun africain, instrument qui renforcera notre capacité à négocier d'une seule voix notre partenariat avec les autres organisations. Ce climat favorable constitue la clé qui nous conduira vers la croissance et le développement durable, car, vecteur d'encouragement des investissements, concourant à la mise en œuvre de projets porteurs pour la prospérité et le progrès du continent. Il nous appartient donc de faire de notre continent un espace exempt de conflits et à l'abri des affres du terrorisme, de récentes violences et des pandémies sur le socle d'une bonne gouvernance. En nous engageant à faire taire les armes d'ici l'an 2020, par la mise en route de la feuille de route de l'Union africaine, nous balisons le chemin pour promouvoir la paix et la sécurité et préserver la stabilité de nos pays en vue d'assurer un avenir meilleur à nos populations, en particulier nos femmes et nos jeunes. Pour ce faire, une meilleure responsabilisation de l'Afrique dans la prévention et la gestion est indispensable dans le cadre d'un partenariat multilatéral plus viable. Mesdames, Messieurs, l'Afrique doit prendre son destin en main. Elle a tout pour réussir. Une population jeune, des femmes dynamiques et porteuses de paix, ainsi que des ressources fabuleuses à exploiter dans la sécurité et dans l'intérêt des populations africaines. C'est pourquoi, du terme de l'année, tirer profit du développement démocratique en investissant dans la jeunesse est un vibrant appel à nous, dirigeants africains, à nous, investisseurs, pleinement dans la création des conditions favorables à l'épanouissement des femmes et des jeunes, véritables acteurs du développement. Leur autonomisation sera un rempart contre la pauvreté et les frustrations, source d'intolérance, d'extrême violence et de terrorisme. Le bien-être de cette couche sociale constitue un investissement majeur pour l'avenir radieux de notre continent, à l'aune des nouvelles technologies. En effet, l'appropriation par la jeunesse de la 4e révolution industrielle cristallisera sa contribution à la réalisation de nombreux objectifs contenus dans les agendas 2063-2030. Aussi, une jeunesse active, encadrée et épanouie sonnera le glas à l'immigration clandestine qui s'exalte ces temps derniers et dont les conséquences dramatiques nous interpellent tous les jours.
Cela suppose également l'implication du secteur privé et de tous les acteurs socio-économiques dans notre combat collectif contre la pauvreté. Mesdames, Messieurs, notre organisation, pour jouer le rôle qui lui revient sur la scène internationale, doit d'abord compter sur ses propres forces. En nous acquittant de nos contributions et en recherchant des sources alternatives de financement, nous serons à même de réaliser les aspirations légitimes de nos peuples. Notre crédibilité et notre efficacité en dépendent. J'invite également la Commission, en collaboration avec les chefs des autres organisations, à relire les dispositions des alinéas 1 et 5 de l'article 8 du statut de la Commission, en vue d'une amélioration des méthodes de travail et d'une rationalisation de la procédure de présentation des rapports aux instances de décision. Au demeurant, dans l'exercice de mandat que vous avez bien voulu me confier, je ne ménagerai aucun effort pour que nos peuples renforcent leur confiance en notre action collective. L'Afrique a plus que besoin de se frayer un chemin dans les délais de la mondialisation. Nous y arriverons ensemble. Vos contributions pertinentes au cours de ce sommet augurent déjà de belles perspectives pour notre continent. Avant de conclure, je voudrais en votre nom remercier les interprètes et l'ensemble du personnel technique et de sécurité pour leur contribution inestimable au succès de nos travaux. Je déclare close la 28e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement et de l'Union africaine. Je vous remercie. C'est sur ces notes de satisfaction de voir l'Union africaine gérer davantage les problèmes du continent que ces chefs d'État et de gouvernement ont quitté Addis Abeba, la capitale éthiopienne. Juste après la clôture du sommet, le président de la République, professeur Alpha Condé, était face à la presse. Entre autres sujets abordés, la réintégration du Maroc, la crise libyenne et somalienne. Suivez un extrait de cet entretien. Quelles que soient les discussions et les divergences, le sommet a montré que l'Union africaine aujourd'hui est mieux et que nous savons dépasser cela. Vous avez écouté Mme Zouma, elle a dit que le Maroc a adhéré par consensus. Il est évident que nous n'avons pas dit qui a voté pour, qui n'a pas voté pour. C'est le retour d'un État fondateur. Nous n'avons pas donc à rentrer dans les détails. L'Union africaine désormais parle d'une seule voix. Et une fois que nous nous sommes venus, quels que soient les points divergents, quand nous avons pris une décision, ça engage tout le monde et tout le monde l'applique. Vous savez très bien que beaucoup dans le monde en dehors de l'Afrique pensaient qu'on n'aurait pas pu élire une nouvelle commission, pensaient qu'on allait se diviser et qu'on allait, le sommet allait se terminer en queue de poisson. Mais aujourd'hui, nous sommes décidés à prendre nos responsabilités. Vous avez des mesures qui ont été prises. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui va résoudre le problème de la Libye, non plus les Nations Unies. Lorsque nous étions à Deauville, invités par le G8, le président Issoufou avait dit aux grandes puissances, n'intervenez pas en Libye. Votre intervention aura deux conséquences. La somalisation de la Libye, ça dit qu'il n'y aura plus d'État, et le terrorisme chez nous, parce que la Libye est internationale. Nous savons ce qui est arrivé. Nous voulons donc plus que les problèmes africains soient réglés par l'extérieur, mais par l'Afrique. Donc permettez de montrer seulement que nous sommes sortis unis, confiants et déterminés avec 4 principes: solidarité, unité, liberté et égalité. La Guinée est l'un des pays essentiels de la création de l'organisation de l'unité nationale, de l'unité africaine, pardon. Aujourd'hui, un de ses fils occupe la destinée de ce continent. Le professeur Alpha Condé, ce panafricaniste, a désormais les mots et la méthode qu'il faut pour donner tout son sens à l'unité africaine durant cette année. C'est un récit de Yamoussa Sidibé. La Guinée sur le toit du continent. Quand il est arrivé un matin de décembre 2010, Alpha Condé a annoncé la naissance d'une espérance. En fait, il portait les graines de ce souffle depuis plus de 60 ans. Déjà, dans les couloirs des lycées et universités au bord de la Seine, il a harangué les foules de jeunes Africains qui s'interrogeaient encore sur leur apport à l'universel. Nous avons été en première ligne dans les saillies de la civilisation universelle, disait-il. Mais désormais,
notre présence sera plus remarquable si nous réussissons à taire nos susceptibilités nationalistes et en donnant sa force et toute sa puissance à l'unité africaine. On comprend alors que ce matin de décembre 2010, professeur Alpha Condé, du haut de la nouvelle estrade, rappelle le panafricaniste qu'il est et dévoile sa feuille de route. La Guinée, locomotive d'une Afrique qui bouge. La Guinée a été un des pays essentiels de la création de l'Organisation de l'Unité africaine. La dimension de sa contribution a presque naturellement octroyé le poste de secrétaire général de l'OUA à un de ses fils, Boubacar Tédé Diallo, qui assumera cette fonction avec responsabilité. Mais depuis, et en dépit des rôles majeurs joués par notre pays, aucune responsabilité de cette dimension n'a été assumée par un Guinéen. Apparemment, le sort attendait l'avènement d'un panafricaniste à la tête du pays, d'un homme qui croit, cultive et développe l'esprit de tolérance, d'indulgence. Un homme qui se gausse de la force des biceps, mais qui croit à celle du dialogue, de l'échange et de l'acceptation de l'autre. Ses pères africains avaient repéré très tôt ses qualités. Rassembleurs comme Cheikh Anta Diop, Sékou Touré, Nkrumah ou Nasser, mais aussi ses vertus de tolérance et de pardon que professeur Alpha Condé étalait presque naturellement, comme Mandela. Alpha Condé a les mots et la méthode qu'il faut pour donner tout son sens à l'unité africaine durant cette année. Il comprend les attentes de quiétude et de développement de l'Africain. Nul doute qu'à la fin de cette année, une page belle et responsable sera écrite. L'Afrique a donc repéré son champion et lui a tissé une guirlande. Les Guinéens, le regard tourné vers Addis Abeba, esquissent le sourire du père fier de son fils aîné. À Conakry et partout en Guinée, on se tapote les épaules en se disant « Nous avons fait le bon choix ». Et comme un torrent, dans un flot de hurrah, le Guinéen s'apprête à réserver un accueil mémorable à son fils aîné, qui rentre au pays tel un pro-chevalier des chansons de gestes de Sori Kandia Kouyaté. La Guinée se hisse au sommet de l'Union africaine. Les réactions fusent de partout. À Conakry, elles sont unanimes pour saluer l'élection du chef de l'État président en exercice de l'UA. Du côté des états-majors de l'opposition, le président du parti UFR, Union des forces républicaines, a adressé un message de félicitations au professeur Alpha Condé pour sa détermination et son engagement à faire avancer l'intégration africaine. Sidia Touré est au micro de Alia Kamara. La réaction, c'est que c'est une bonne chose pour notre pays, pour la visibilité de notre pays. Et je crois qu'on peut se satisfaire du fait que nos collègues de la CEDEAO ont choisi le président de la République de Guinée pour être leur candidat pour la présidence de l'Union africaine. Donc c'est un sentiment de fierté pour notre pays. Et j'espère simplement qu'on s'en servira pour en tirer le meilleur, et pour l'Afrique, mais aussi pour nous-mêmes. J'ai envoyé un SMS de félicitations au président la nuit, il m'a répondu, je pense que c'est une bonne chose. Je voudrais ajouter ce que peut-être on n'a pas beaucoup pris en compte. Lors de la première journée de présidence, donc en Éthiopie, c'est le président Alpha Condé qui a été celui qui a géré le retour du Maroc. Et je vous assure que ça a été une journée extrêmement difficile. Et moi, j'ai suivi les différents débats. Certains pays tenaient absolument à reporter ce problème jusqu'à 6 mois. Il a fallu réellement, là, pour qu'il joue vraiment de l'entre-gens et de sa connaissance de beaucoup de chefs d'État, notamment en Afrique du Sud et autres, pour faire passer dès hier le retour du Maroc. Et je crois que ça a été un travail extrêmement important. C'est quand même le genre de choses que Alpha Condé connaît. Sport, reprise à demande de la Coupe d'Afrique des Nations. À l'affiche des demi-finales, le Burkina Faso affrontera l'Égypte demain mercredi au stade de l'Amitié de Libreville. Le second match opposera le Cameroun au Ghana le jeudi 2 février à Franceville. Les enjeux de ces rencontres avec Mami et Belemo.
Première demi-finale Burkina Faso-Égypte, c'est au stade de l'amitié de Libreville. Prudence oblige, il est difficile de prédire l'issue finale de cette rencontre et pour cause, à ce stade de la compétition, toutes les deux formations affichent réalisme avec un seul et unique objectif, vaincre, disons gagner. Le Burkina Faso a eu le mérite de terminer premier dans le groupe A devant le Cameroun avec 5 points avant d'éliminer la Tunisie en quart de finale. L'Égypte de son côté avec la meilleure défense, 4 matchs joués, aucun but encaissé, annonce le grand retour dans cette compétition où elle reste la plus titrée avec 7 victoires en finale. Burkina-Égypte reste en tout état de cause une rencontre difficile pour les deux entraîneurs et même pour les joueurs. Mais quoi qu'il en soit, l'Égypte pourrait bel et bien se qualifier pour la finale, affirment certains observateurs, mais attendons de voir. La deuxième demi-finale Cameroun-Ghana à Franceville est et demeure une rencontre à valeur de finale d'une CAN. Le Ghana, finaliste de la dernière édition, aura pour ambition légitime de remporter Dame Coupe après l'élimination de la Côte d'Ivoire, championne d'Afrique. Les Ghanéens ont les arguments nécessaires, c'est vrai, sur le plan technique surtout, mais face au Cameroun, un autre géant du continent, il y aura sans doute de la résistance, de la détermination et de l'engagement. Un match de tous les enjeux et défis qui risque de tourner à l'avantage des Lions indomptables du Cameroun. L'affiche de ces demi-finales regroupe les plus titrés du continent, Égypte, Cameroun, Ghana et le Burkina qui pourraient créer la surprise. C'est surprise, il y a encore dans cette compétition. Ce commentaire de Mami Ebelamou met fin à cette édition. Merci de nous accorder votre fidélité. Excellente suite de programme en notre compagnie et passez une douce nuit. Bonsoir.